Hello, je m'appelle Floriane et je suis la fondatrice de Le Boudoir du Biz. J'accompagne les femmes entrepreneurs à créer et développer un business solide et qui leur ressemble, en cassant les barrières qui s'érigent devant elles. Identité de marque, stratégie réseaux sociaux, communication, avec une dose de développement personnel pour développer sa confiance en soi. À travers le podcast La Biz, je te livre des astuces communication digitale, marketing, pour vivre ton business plus sereinement et le développer avec le smile. Je vais également à la rencontre d'entrepreneurs inspirantes et inspirés qui nous livrent leur parcours et leurs meilleurs conseils. Et justement, aujourd'hui, je te propose de découvrir mes échanges avec Célia Gouverneur, rédactrice web SEO et créatrice du podcast Seconde Voix. Seconde Voix donne la parole à celles et ceux qui vont quitter ou ont quitté leur zone de confort et osent donner un nouveau tournant à leur vie perso et professionnelle. Célia, c'est ce genre de personnalité passionnée et pleine de pétillance. Célia, c'est aussi une ancienne collègue avec qui j'ai vécu la fin du salariat dans notre entreprise commune il y a encore quelques mois. Nous étions donc en CDI, confortablement installés dans nos carrières respectives et avons décidé à quelques mois près de chacune sauter le pas de l'entrepreneuriat. Mais comment est-ce qu'on fait pour oser ? Quelles sont les étapes que nous avons mises en place pour partir en toute sérénité, ou presque, d'une entreprise dans laquelle nous nous sentions bien, pour opter pour l'instabilité de l'entrepreneuriat, ses hauts, ses bas, son énergie et ses bonnes et mauvaises surprises. C'est quoi une rupture conventionnelle en fait ? Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on se lance à fond dans la construction de sa propre entreprise après 10 ans de salariat ? Et ce moment où on signe nos premiers clients ? Avec Célia, on revient sur cette dernière année haute en couleurs et en émotions. Et si toi aussi tu es en pleine remise en question de ta vie pro, je ne doute pas que cet épisode pourra t'aider. Si tu as des questions, bien sûr, Célia et moi sommes à ta disposition. Bonne écoute et la bise. Bonjour Célia. Bonjour Floriane. Comment ça va ? Écoute, moi ça va très très bien. Je suis ravie de te retrouver là pour cet épisode un peu particulier. C'est vrai que là voilà, on se retrouve aujourd'hui et il y a un an, on était dans une autre situation. On a un peu vécu les mêmes choses. Donc c'est cool qu'on se voit aujourd'hui et qu'on se donne des nouvelles et qu'on explique aussi à nos auditeurs l'évolution de tout ce qui s'est passé en un an finalement. Et nos vies ont tellement changé Célia. On a tellement de choses à raconter. Cet épisode, on a voulu le construire pour la simple et bonne raison qu'on s'est dit que ça pourrait être très utile à bon nombre d'entre vous, que ce soit les auditeurs de mon podcast comme celui de Célia. Peut-être que ce serait une bonne chose qu'on se présente et qu'on remette un peu en contexte le pourquoi de cet épisode atypique, pour le coup. C'est ça. Et comment on se connaît aussi, peut-être. Et comment on se connaît. Eh ben écoute, je commence si tu veux. Donc, je suis Célia, j'ai 32 ans, je t'appelle du Sud. Toi, tu es à Lille. Moi, je suis à Antibes, à côté de Nice. Je suis rédactrice web, freelance. Donc, j'ai créé ma société en mars cette année. J'ai l'impression que c'était il y a déjà très longtemps, mais non, c'était il y a quelques mois. Et je suis la créatrice aussi du podcast Seconde Voix. Merci. Moi, c'est Floriane. Je vais avoir 35 ans. J'ai eu un petit doute, c'est l'enfer. Je suis lilloise, bretonne de sang et lilloise de cœur, comme j'aime le dire. Je suis la maman d'un petit Augustin qui a 3 ans et demi. Pour ma part, j'ai monté mon entreprise en mai. Ça s'appelle Le Boudoir du Biz et l'objectif, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à développer leur marque, leur entreprise, à donner plus de visibilité à leur entreprise via du coaching en communication, en réseaux sociaux, en marketing digital, et le tout avec une pointe de développement personnel, alors j'y pointe, mais c'est beaucoup plus que ça, autour de la confiance en soi, notamment. Tiens. Tiens. On va beaucoup en parler, je pense. Probablement, effectivement. Moi, c'est vrai que j'ai voulu lancer ce projet parce que ça fait plusieurs années que je suis au contact des entrepreneurs, notamment parce que j'ai vécu à Paris et qu'à Paris, j'avais une vie où j'étais vraiment en contact avec ces cibles-là et je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes des talents de dingue, mais elles avaient aussi beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de freins vis-à-vis du développement de leur activité alors qu'elles étaient à temps plein sur cette passion. Donc voilà, ça m'a donné envie de mettre à contribution mes 10 ans dans la com avec ces passions et ces passionnantes personnes. Voilà. Et tu le fais bien. Oui, c'est gentil. Non, mais si, en tout cas, je le fais avec passion et c'est confirme. vraiment ce qui m'anime pour le coup. Donc, ça fait du bien de faire quelque chose qu'on dans aime. ce sens. Effectivement. On va peut-être expliquer aussi comment on se connaît. connaît. Exactement, on va expliquer comment on se connaît. En fait, Floriane et moi, on travaillait dans la même entreprise, qui est une école de commerce
très connu en France. On n'était pas du tout dans les mêmes services. On a été en lien finalement très peu. Moi, je suis restée 2 ans dans cette entreprise. On a dû avoir peut-être échangé une fois ou deux en visio, 2-3 mails par-ci par-là. Donc moi, je m'occupais plutôt de la promotion des programmes master de cette école sur le réseau national. Et Floriane, je te laisse présenter l'activité que tu faisais. Et oui, moi je suis restée 5 ans dans cette entreprise et j'étais en charge de la gestion des réseaux sociaux pour les 7 campus. Donc je travaillais avec les équipes qui géraient les réseaux sociaux sur les différents campus de l'école. Je suis venue à toi parce que j'ai su que tu étais en procédure de rupture conventionnelle et c'était un projet que je voulais mettre en place et j'avais besoin de toi parce que j'avais plein de questions et besoin d'être je me rappelle très bien soutenue. Ce jour-là où quand tu m'as appelé, c'était un week-end, je crois que c'était un dimanche après, un truc comme ça. Sur un gros coup de tête, tu sais. Ouais. Allô, Célia, c'est Floriane. Ouais, c'est ça. Un dimanche pluvieux de novembre. Enfin, je me rappelle très très bien. Le coup de fil du bad, tu vois. Ouais, c'est ça. Et comme tu étais beaucoup plus avancée que moi sur la rupture conventionnelle, j'avais besoin de toi, tout simplement. Ouais, je t'expliquais la procédure et je pense qu'on s'est aussi boosté parce qu'on a pas mal parlé de nos projets futurs. Et ça a été un appel qui a été vraiment révélateur, complètement. Et maintenant, on est en lien très souvent. Et je tiens à dire aussi que toi, tu m'as aidé aussi parce que donc tu as fait démarrer ma carrière aussi en rédaction web. Tu y as contribué puisque tu m'as présenté une de tes copines qui s'appelle Apolline Rosé. Si elle nous écoute aussi. Et donc, Apolline a été superbe avec moi, m'a vraiment expliqué le métier de rédactrice web, m'a amené mes premiers clients. Voilà, donc c'est aussi un peu l'ange gardien de mon début de carrière dans le freelancing. Donc, et c'est grâce à toi aussi, Floriane. C'est beau ce petit monde. Je pense que ce serait intéressant qu'on explique pourquoi on a voulu cet épisode. Pour moi, c'était important qu'on en parle aujourd'hui suite à ton idée de faire cet épisode ensemble parce qu'on s'est dit qu'on allait faire un petit avant-après de nos vies en tant que salariés et de nos vies quelques mois plus tard en tant qu'entrepreneurs, en prenant en compte bien sûr nos personnalités différentes, nos projets différents, nos parcours, nos situations aussi dans l'entreprise en question à l'époque, etc. Et je pense que ça va être particulièrement riche. Donc si le sujet vous intéresse ou si vous avez des personnes qui envisagent une rupture conventionnelle, n'hésitez pas aussi à partager cet épisode. Ouais, parce que je pense que c'est important qu'on rappelle que finalement la rupture conventionnelle est un vrai levier pour tous les créateurs d'entreprises et donc voilà, on pourra peut-être vous expliquer aussi exactement comment ça se passe et peut-être les astuces parce que souvent on stresse énormément avant de la demander, on se dit mais jamais ils accepteront, etc. Mais il y a quelques astuces selon moi qui sont primordiales pour que en fait que votre entreprise croit en votre projet et vous laisse la possibilité d'aller jusqu'au bout. Oui, t'as raison. Et puis, je pense aussi qu'on est mal informé sur le soutien qu'on peut avoir. Je parle de soutien financier. C'est un sujet, on a tendance à pas oser la rupture conventionnelle parce qu'on se dit qu'on va vivre de rien jusqu'à ce qu'on génère un chiffre d'affaires avec notre entreprise, alors qu'en fait, on est malgré tout dans un beau pays où il se passe des choses intéressantes, même si la situation d'entrepreneur est parfois un peu précaire. On en reparlera. On en reparle. Moi, je pense qu'on va peut-être revenir aux origines. Et la question que je pose toujours à mes invités, et donc Floriane, je vais te la poser. Quel type d'enfance tu as eu? Quel type d'enfant tu étais? Et est-ce que ton éducation a construit l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Waouh. On commence fort. Alors pour ma part, j'ai pas du tout baigné dans le milieu de l'entrepreneuriat, quoique mes grands-parents avaient un bar à une époque, mais j'ai pas baigné dedans, hormis le fait que j'avais le droit de squatter le bar, ce qui était quand même plutôt sympa. C'était cool. Par contre, c'est vrai qu'en repensant à mon enfance et à mon contexte familial, il y a quand même des choses qui m'ont probablement poussée vers le fait de devenir indépendante. Déjà, je suis la petite dernière d'une famille avec des grandes sœurs qui ont 9 et 10 ans de plus que moi, donc j'ai vraiment été couvée. Le petit bébé. Complètement. Ouais. La petite chouchoute, on va pas se le cacher. Très au centre de l'attention, avec des activités qui me mettaient aussi au centre de tout ce qui se passait. J'ai fait du théâtre, donc j'étais sur scène. J'ai fait du piano au conservatoire, donc je faisais des concours sur scène. J'ai fait de la gym en compète, donc j'avais les concours. J'ai l'impression que tu vois qu'avec le recul, j'étais vraiment... qu'on m'a toujours mis au centre des gens, des groupes, etc. Il y avait aussi une grosse partie de créativité et alors en y repensant, je me dis qu'à l'époque, j'étais quand même particulièrement fonceuse et j'avais extrêmement confiance en moi, j'avais pas de barrière. Chose que j'ai l'impression que j'ai perdue au fur et à mesure de ma carrière. Et comment tu l'expliques ça ? Je pense que c'est parce que j'ai pas toujours fait les bons choix en termes de métier.
tous les métiers que j'ai faits, ils ont été particulièrement enrichissants, mais je me suis sûrement un peu perdue. C'est-à-dire que, par exemple, en prenant des postes liés à la stratégie réseaux sociaux, j'étais beaucoup trop sur mon PC et pas assez au contact des gens. Ça, c'est un gros problème avec le recul, je me dis que effectivement, c'est là peut-être où je me suis un peu perdue. Alors, il y a l'âge probablement, c'est que plus on avance en âge, plus aussi on a des enjeux, des contraintes qui font que on peut pas forcément faire n'importe quoi et être aussi à l'aise que quand on est enfant. Mais je pense que j'ai pas toujours fait les bons choix professionnellement parce que l'objectif était vraiment, tu vois, d'avoir le CDI. Parce que bien j'ai sûr. été éduquée comme ça, parce que j'étais en contact, voilà, Ouais. avec des amis dont l'objectif c'était ça. Mhm. Donc on a tous été poussés un peu vers le CDI. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat n'était pas une option à l'époque. Ouais. Et il y a un autre sujet aussi, c'est que mon père était militaire, pilote de chasse, et ma maman était mère au foyer. Pilote de chasse, ton papa. Tu vois, ça je savais Oui, pas, ça donc existe dans les j'apprends films. des choses. Top Gun, Ouais, je c'était vois, c'est ton sa papa. life. Waouh. L'envers du décor, tu vois, c'est qu'il n'était pas souvent là Eh oui. et que ma mère avait décidé d'être mère au foyer et de s'occuper de ses 3 filles. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment s'il y a divorce, par exemple, dans mon cas, ça a été le cas. Ma mère, elle s'est retrouvée sans ressources financières hormis de la pension alimentaire. Et en fait, moi, j'ai eu un déclic à 15 ans en me disant, il est hors de question que je veux être comme indépendante. Ça. Ouais. Complètement. Ouais. Et à un moment, j'avais même un objectif hallucinant, c'est de me dire, je veux gagner plus que mon mec, tu vois. Et un jour, c'est arrivé, et j'ai dit, hey chérie. Et en y repensant, je trouve ça absurde, mais en même temps, voilà, c'est un truc qui me. Mais ça s'explique parce que ce que tu as vécu. Complètement. Tu t'es construite aussi comme ça, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que ça fait sens avec ton activité d'aujourd'hui qui est d'accompagner les femmes entrepreneurs. Oui, je pense que tout est lié en fait. Il y a pas de hasard et en tout cas pour ma part, quand tu fais un retour sur mon parcours, c'est assez naturellement que je me suis orientée sur cette activité. Effectivement. Ouais. Et j'ai aussi beaucoup de sujets dans mes coachings sur le fait que quand mes clientes par exemple sont mamans, comment elles gèrent le fait d'être maman. Parce qu'on entend souvent une entrepreneur, oui, elle a choisi l'entrepreneuriat pour s'occuper de ses gosses plus facilement. Et moi, ça me rend folle parce que c'est pas du tout ma manière de fonctionner et la manière de fonctionner avec mon conjoint. Donc, il y a un vrai sujet aussi autour de ça. Et je suis un peu militante, j'avoue. J'aurais aimé aussi connaître et que nos auditeurs resituent ton parcours avant l'école de commerce dans laquelle on travaillait. Peut-être les postes les plus marquants qui t'ont aussi amené à ce que tu fais aujourd'hui. Pour ma part, comme je te disais, je suis bretonne, donc j'ai étudié et travaillé à Brest, Rennes, Paris et Lille, dans cet ordre-là. Ce qui fait qu'en 10 ans, on a quand même beaucoup bougé. Ça a bien bougé, ouais. C'était par choix, on s'ennuyait assez vite dans les différentes villes et c'était important pour nous de pouvoir bouger. Et ça fait du coup un peu plus de 10 ans que je travaille dans la com et le marketing, sur des postes en agence de communication ou chez l'annonceur. Et les postes que j'ai eus étaient chef de projet, responsable com, responsable réseaux sociaux. Voilà, globalement, c'était quand même beaucoup de gestion de projet autour de la com externe et du digital. Et avec le recul, je me suis dit que j'ai toujours été un bon petit soldat. J'étais un peu le cliché de la salariée qui remplit ses objectifs. Le bon petit soldat, celui qui fédère, celle sur qui on peut compter. La salariée modèle qui compte pas ses heures, qui est enthousiaste. Ouais, mais sans le vouloir en fait, clairement. Parce que t'étais passionnée. Oui, complètement. Et c'est aussi pour ça que j'ai souvent changé de boulot. C'est que en dehors de ma dernière entreprise, au bout de 2 ans, en général, je bougeais. Parce que j'avais tellement donné que peut-être j'avais fait le tour et que j'avais besoin de voir autre chose. Ouais, tu te lassais assez vite. Ça, c'est un point commun que l'on a. Oui, complètement. Ah ouais, complètement. Moi, je me lasse aussi très rapidement. Bizarrement, depuis que je suis à mon compte, je ne me lasse pas. Ce qui est plutôt bon signe. Rien ne dit que dans 2 ans, on changera d'activité. Aussi. On sera toujours entrepreneur probablement. C'est ça. Mais on aura peut-être changé d'activité. Aucune barrière et aucune limite. Et c'est ça qui est génial avec l'entrepreneuriat. Ouais, tout à fait. Et en fait, à chaque expérience pro, en tout cas les grosses expériences pro, j'ai quand même eu l'impression d'être un peu bridée. Tu vois, bridée dans les projets, dans le cadre de mes missions qu'il y avait sur ma fiche de poste. C'est-à-dire que, notamment dans notre ancienne entreprise, ce que faisait la personne qui faisait de la créa, ça m'intéressait et j'aurais aimé aller voir concrètement ce qu'elle faisait parce que ça m'intéressait. Mais en fait, on avait tellement une grosse charge de travail, on était tellement cadrés dans nos missions que je me suis sentie bridée. J'étais pas malheureuse, mais j'ai eu au fur et à mesure ce sentiment de pas être accomplie, tu vois, de pas être épanouie et parfois le sentiment aussi de perdre mon temps et de pas être utile. Et ça a été un vrai sujet. Il y a eu une perte de sens au fur et à mesure du temps dans cette dernière expérience professionnelle et je me suis un peu retrouvée enfermée dans ma routine
Et le sujet de la routine, c'est un vrai sujet, que ce soit dans la sphère pro ou la sphère perso. personnelle. C'est un truc que je combats, c'est un truc qui me fait peur. Ouais, entre la routine et la masse de travail, il y avait une vraie frustration. Pas de créativité, l'obligation de devoir suivre ce qui était imposé parce que c'était un public spécifique. Voilà, il y avait plus d'alignement. Et le déclic, il est venu du coup du confinement. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi qu'on parle de ton déclic à toi, du confinement 1 et de la gestion d'un télétravail qui, moi, personnellement, m'a paru hyper décevante. Mais aussi, ce confinement 1 m'a permis de faire le point, tu vois, de me dire, ok, là, j'ai un peu plus de temps, bizarrement, parce que je sais pas si tu te souviens, mais le énormément 1, c'était l'enfer. Ah ouais, c'est ça. ouais. On Énormément avait des de réunions. incroyables. Complètement. Ouais. Mais pourtant, on a été ultra productifs parce que nos objectifs ont explosé. Ah oui. On avait quand même, moi j'avais un enfant à la maison. En qui plus, avait, voilà. 1 an et demi. C'est ça. Et pourtant, j'ai réussi à prendre du recul et à faire le point là-dessus pour avancer et prendre une décision qui a été phare dans la suite de ma carrière. Je serais assez curieuse, moi, de savoir quel a été ton parcours, que ce soit en termes d'éducation, d'enfance et en termes de parcours, parce qu'il me semble que toi aussi, t'as pas mal bougé. En termes d'éducation et d'enfant, j'étais une enfant très gaie, très, très joyeuse. Et mes parents disent toujours que je posais énormément de questions, surtout. Tout le temps, tu vois, ils regardaient les infos, c'était un peu vraiment le rendez-vous, et ça allait toujours d'ailleurs le rendez-vous familial autour du canapé, et je crois que mon père devait baisser le son à chaque fois parce que je posais la question, ah mais pourquoi le président il a dit ça, et nanana. Donc j'ai toujours déjà été très passionnée par l'actualité, mes parents lisent beaucoup, la radio, etc., donc j'ai baigné dans cet univers-là. Après, en termes de caractère, j'étais enjouée, j'étais gaie, mais j'avais pas trop confiance en moi. Je sais que j'aimais pas trop, tu vois, être en groupe, jouer avec d'autres enfants, etc. J'avais plutôt ce côté un peu solitaire. C'est un peu ambivalent parce qu'en même temps, j'avais ce côté très gai où, tu vois, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la musique, du chant et tout. Donc, j'aimais bien, tu vois, le côté spectacle et tout. Et en même temps, j'avais besoin de ces phases un peu de repli pour me recentrer. Je pense que à l'âge de 5 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être journaliste. Et dans ma tête... Voilà, mais dans ma tête, c'était je vais être le marchand du bureau de tabac où papa va acheter l'équipe tous les matins quand il m'amène à l'école, tu vois. C'est mignon. Et donc après, ça s'est affiné avec le temps. Et donc à l'école, à chaque rentrée, sur le papier où on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, journaliste. Et bref, ça m'a vraiment guidée toute l'adolescence. Tu vois, j'ai un souvenir d'un exposé que j'ai fait en 3e et j'avais eu l'idée, c'était un sujet sur le cancer. Et si tu veux, on connaissait quelqu'un dans notre classe qui avait eu un cancer. Et donc, j'avais eu l'idée de finir l'exposé par un témoignage. Donc, je l'avais filmé en vidéo, interviewé, etc. Sur sa maladie, sur l'apparition de sa maladie, etc. etc. Là, on est au collège. Là, je suis en 3e. Waouh. Ouais. Okay. Déjà, voilà, j'avais cette idée très précise de ok, on va parler théorie, mais moi, j'ai envie d'illustrer par des propos et sans que ce soit dans le pathos, etc. Voilà, donc ça m'a vraiment guidée. Après, donc, poursuite classique, un bac L. Et là, donc, pas mal d'échecs, c'est-à-dire que je tente les concours de Sciences Po. Je me viande royalement, mais vraiment royalement, un grand sentiment de solitude. Des concours de journalisme où je ne suis pas assez bonne, il faut le dire, tu vois, parce que je connaissais des gens, quand je passais les concours, qui connaissaient tous les gaz de schiste, tous les puits de gaz de schiste aux États-Unis. Voilà, on en était là. Après ma licence d'histoire, j'ai fait une école de com qui s'appelle l'EFAP à Bordeaux. Et donc, je rentre dans cette école de communication, tu vois, pour élargir un peu mes compétences. Je suis en stage pendant 6 mois à temps plein et je dis, je veux être en radio. Je décroche... le poste convoité à l'époque de stagiaire à RTL de Bordeaux, une des plus belles années de ma vie. Et donc là, j'ai kiffé à fond, j'ai interviewé. Donc tu vois, la journée, je pouvais interviewer un entrepreneur et l'après-midi me retrouver en conférence de presse avec Romain Duris ou Jean Dujardin. Enfin, c'était hyper varié. Et il se trouve qu'à ce moment-là, enfin, je décroche un concours de journalisme. L'ESJ, que tu connais, qui est à Lille, qui avait une antenne à Montpellier, en parcours radio, en alternance. Et là, je suis prise. Donc, le Graal... Et il se passe un truc, c'est-à-dire que c'est à Montpellier. Et moi, je suis bordelaise, j'ai les mêmes amis depuis des années, j'ai papa et maman, et là, je me dis, ah non, mais impossible de quitter Bordeaux. J'y arriverai pas, et donc, si tu veux, cette peur de sortir de ma zone de confort a été beaucoup plus forte qu'une vocation que j'avais depuis toute petite.
d'en parler, je me dis mais c'est dingue. Et donc ouais, ça a été une période où je me suis remise en question. Je me suis dit du coup je vais faire tel travail. Enfin bref, j'étais perdue. Et d'ailleurs ça a été une période où tu vois même certains de mes amis m'ont dit mais qu'est-ce que t'as foutu, enfin tu vas le regretter toute ta vie. Et aujourd'hui je te dis que non, je le regrette pas. Parce que déjà j'aime pas regretter et que en plus de ça ce qui se passe par la suite c'était pas pour rien en fait, il y avait quelque chose qui allait se passer. Je vois une annonce un jour de une école dans le digital à Bordeaux de assistante admission, ça veut dire s'occuper du recrutement des futurs étudiants, organiser des salons, des portes ouvertes, etc. J'ai vécu exactement la même chose. Pareil, moi j'ai été prise à Sciences Po Rennes pour un master en management des médias et il y avait 2 gros stages à Paris pendant 2 ans et moi j'étais à Rennes et j'ai refusé de partir, de quitter Rennes parce que je voulais pas aller à Paris. Alors je me suis trouvé des excuses, j'avais besoin de sous, du coup je pouvais pas me payer ça, mais en fait c'était juste des excuses. J'ai jamais assumé le fait de me dire que j'avais juste peur de quitter Paris pour un master de fou. Enfin, il y avait 25 places en France, c'était la folie. Et j'ai pris un deuxième master RH complètement bidon qui m'a servi à rien. Mais j'ai pas de regrets puisque ça m'a permis de faire plein de belles choses aussi, effectivement. Mais c'est fou comme on peut avoir des craintes et comment on n'a pas forcément été poussé à prendre des décisions, tu vois. On nous a un peu laissé. Alors attends, moi pour le coup, si, j'ai été poussée. Mais je suis têtue. Et donc, quand j'ai décidé quelque chose, si tu veux, on peut me dire ce qu'on veut. Je l'entends pas. Je sais qu'ils ont raison, si tu veux. Enfin, là, en plus, pour le coup, c'était vraiment des gens qui me connaissent très bien depuis des années. Voilà, donc je suis dans cette école du digital. Je me suis prise au jeu, mais vraiment à fond. J'ai adoré ce métier. Mais au bout de 2 ans, je m'ennuie. Et il me manquait quelque chose. Il se trouve que la belle histoire, c'est que mon compagnon actuel était en fait dans cette école là aussi en tant que salarié. Et lui venait d'être muté à Lyon. Et donc moi, je l'appelle pour savoir comment ça s'est passé sa première journée. C'était pas mon compagnon à l'époque. Et là, il me dit faut que je te parle, toi. Il cherche un super profil à Lyon, un profil dynamique. Je vois que toi, donc j'ai proposé ton nom, comme ça. Waouh. À Lyon, donc là, sachant qu'à ce moment-là, tu es toujours à Bordeaux. Je suis toujours à Bordeaux. Je suis clairement, voilà à quoi ressemblent mes semaines. Je suis en coloc avec 2 très bons potes. Je sors tous les soirs. J'ai mon petit job, un salaire pas énorme, mais ça me suffit. Dimanche midi, je mange chez mes parents. Enfin, tout est hyper cadré. Samedi soir, le même bar avec les mêmes potes. Enfin, voilà. Enfin, moi, je me pose pas de questions. Mais je sais qu'au fond, il me manque quelque chose. Il me dit ça et là, je dis ah non, mais là, je peux pas aller à Lyon, reboule au ventre et tout, etc. Enfin, pas bien. Mais en même temps, je suis curieuse, donc je décide quand même de faire le process de recrutement. Et même là, je me dis, ah ouais, au pire, t'es prise, mais bon, au pire, tu signes pas. Enfin, en fait, je me mettais plein de barrières. Je me disais, mais non, mais t'iras pas. Voilà, donc le process, ça s'enclenche très vite. Je pars en 1 mois. Et là, je peux t'assurer que je me rappellerai toute ma vie de mon dernier soir à Bordeaux et de mon arrivée à Lyon. Une boule au ventre, mais... horrible. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Comment tu vis la situation, toi qui avais refusé de quitter Bordeaux pour une formation de fou. Là, tu quittes Bordeaux. Comment tu vis la situation ? Je quitte Bordeaux pour un poste où je ne connais personne dans cette ville à part la personne qui m'a parlé de ce poste, qui est mon conjoint actuel. La veille, en fait, je suis en larmes quand même dans le salon de mes parents et j'ai cette phrase de ma mère qui m'a motivée. Mes parents, en fait, sont partis vivre à Tahiti quand ils avaient l'âge de 20 ans. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, pas Facebook et tout. Et donc, ma mère me dit « Bon, écoute, Célia, nous, on est partis à l'âge de 20 ans, on n'avait jamais pris l'avion à l'autre bout du monde. Et à l'époque, il n'y avait pas Facebook, WhatsApp et tout. Et on a appelé nos parents qu'une fois en 1 an et sinon, c'était des lettres. Donc, toi, c'est bon, hein, t'es juste à 1 heure d'avion en EasyJet, ça va le faire, quoi. » Ça allait mieux jusqu'à ce que je me retrouve dans l'appart que j'avais sous-loué à Lyon. Et je pense, première fois de ma vie où je me retrouve dans un calme et confrontée à moi-même. C'est-à-dire que je me suis retrouvée toute seule et tu sais un peu le truc de se dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant et en fait qui je suis. En fait j'ai plus tous ces gens-là pour édulcorer mes journées et je suis face à moi-même. Donc ça a été assez difficile, mais bref, après prise dans le boulot, tu sais comment c'est ces boulots-là dans les écoles, c'est très prenant, donc prise à fond dans le boulot, je commence à me faire des copines, etc. Je sors, puis au final 1 an après j'ai la proposition donc de l'école de commerce dans le sud.
Et ça tombait très bien puisque donc mon compagnon, lui, était en train de monter sa boîte parce que lui aussi est entrepreneur et donc était en train de monter son centre de formation en développement web dans le sud. Est-ce que en acceptant ce CDI, tu te dis aussi que ça va te permettre de soutenir un peu votre foyer, votre couple, Bah ouais. dans la mesure où Arthur monte sa boîte et que toi, du coup, tu assures un revenu régulier. Ouais, et bien sûr que ça rassure. Je pense que ça l'a rassuré lui aussi. Ça nous a permis aussi pendant ces 2 années d'assumer, parce que lui, du coup, il a fait une rupture co, donc il s'est retrouvé avec un chômage, voilà, donc un peu moins de revenus. Et donc, ouais, ça a nous rassuré. Et je pense que ça rassurait même notre entourage, nos parents ou quoi, de savoir qu'il y avait un poste stable. Mais le problème, c'est que, on en reparlera tout à l'heure, mais je n'étais pas heureuse. Eh ben, parlons-en. Alors, ça fait quoi ce que tu disais, en fait, je me lasse très vite. Et pour le coup, ce poste-là, je le faisais déjà depuis 4 ans dans d'autres écoles. Et au final, quand tu le dupliques, c'est souvent la même chose. Ce que j'ai mal vécu, c'est que moi, donc, je venais d'une structure, finalement, qui était un peu en mode start-up. On a une idée, on fait et on voit ce qui se passe. Et je peux aller aider mes copines à la pédagogie, je peux écrire un article, je peux ci, je peux ça. Je me retrouve dans un poste où, en gros, on me dit, voilà ton travail, c'est ça, et tu ne déborderas pas. Et petit à petit, je dis, ah, mais attends, là, il y a ça qui fonctionne pas sur par exemple, l'organisation de telle ou telle chose. Voilà, moi, ce que je pourrais proposer. Pourquoi on n'organiserait pas une réunion avec un autre service et on voit ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer l'expérience étudiant. Ah non, c'est pas ton taf, c'est pas ton service. Toi, tu fais que ce qu'on te demande. Et ça, je peux pas. J'ai été écoutée, mais le problème, c'est que on ne pouvait pas déplacer ce plafond de verre qui est, voilà, c'est un très grand groupe, il y a beaucoup de salariés, il y a des services, et c'est comme ça, il y a des process à respecter. Et c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, j'aime pas qu'on me dise non en plus, tu vois. Et bon, après, finalement, j'ai laissé passer. Je me dis, écoute, t'es bien payé, tu vis dans le sud, c'est cool, tout se passe bien, t'as des avantages, parce que ces avantages-là étaient énormes. Les tickets resto, les primes ci, les primes ça, les horaires. Moi, mon chef, il m'avait dit quelque chose que j'avais trouvé particulièrement brillant. D'ailleurs, Damien, si tu passes par là, big up. Il m'avait dit, moi, les horaires que tu fais, alors tu respectes parce que on a un cadre, on a une convention collective qui fait que on a forcément des horaires à respecter. Mais pour moi, le plus important, c'est que le taf soit fait. Et je trouve que c'est vraiment une belle manière de faire parce que, par exemple, quand j'étais en agence, tu partais à 19h, fin de journée, on te disait... T'as pris ton après-midi ? Et qu'en général, tu finissais plutôt à 21, 22 pour rien en plus, parce que de toute façon, t'auras toujours du boulot. Donc, il y avait aussi cette histoire d'horaire qui nous permettait d'avoir un super avantage. Une vie autre que notre vie professionnelle. Ah ouais, complètement. Ouais. Donc ça, c'était un super avantage. Et pour le coup, mon manager aussi me disait, écoute, tant que le travail est fait, enfin, vraiment, il avait une confiance en moi. Mais voilà, j'étais pas heureuse et finalement je tournais en rond parce que ce qu'on me demandait de faire, je le faisais déjà depuis 5 ans et je n'avais pas de bulle créative, si tu veux, pour me stimuler. Donc voilà, je faisais bien mon travail, je le faisais rapidement, c'était efficace, les objectifs étaient faits, les gens étaient contents, mais j'étais plus du tout stimulée. Voilà. Il y a eu un déclic. Donc juste après le confinement, un soir, je dis à mon compagnon, tu me poses plus de questions sur mes journées. Et il me sort, bah ouais, en même temps, à chaque fois ça va pas. J'ai dit ok, donc là en fait, mais bien évidemment, il a fait exprès de me dire ça pour me faire réagir. Mais moi là, je me dis ok, donc en fait, je suis devenue cette nana-là quoi. J'ai 31 ans et je n'ai rien à raconter de mes journées. Est-ce que moi, je veux être cette nana-là, tu vois ? C'était pas le fait que je disais que mes journées se passaient mal, c'était le fait que j'avais rien à raconter, que c'était tous les jours ou quasi tous les jours la même chose. Exactement. Et du coup, tu sais, enfin, t'as rien à raconter, puis comme ça se ressemble, bah, t'es pas stimulé, t'es pas enjoué, t'es pas enthousiaste, donc bon. À cette époque, je commence à pas mal écrire, notamment pour sa boîte, mais pour d'autres personnes, pour rendre service, etc. Et un jour, il me dit, mais qu'est-ce qui te rendrait heureuse ? Je dis, bah moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'écrire et de poser des questions. Donc, je dis, comment je fais pour donc le journalisme revient au galop. À fond. Et en fait, après un entretien avec mon manager de l'époque, qui me fait comprendre qu'en fait, il peut rien faire pour moi, pour me stimuler, etc. Là, je me dis, ok, bon, ben, j'ai plus rien à faire là. Et ce soir-là, je le savais déjà, mais ce soir-là, mon compagnon me dit, en fait, pourquoi tu te mettrais pas à ton compte ? Et tu fais rédactrice web. Et bizarrement, alors qu'on avait déjà parlé des mois et des mois auparavant, là, je me dis, bah ouais, en fait, pourquoi pas ? Et là, à ce moment-là, on est à quelle période ? On est en juillet 2020. Ouais, juillet 2020. Okay. Et donc, je mets en place une stratégie dans ma tête de comment négocier la rupture co. J'en parle à une de mes collègues et elle me dit « Ah non, mais impossible, tu n'auras jamais ta rupture co. Ça n'a jamais été fait, impossible. » C'est pas dans la culture d'entreprise. Voilà, c'est pas dans la culture. Donc là, je me décourage et encore une fois, mon compagnon, donc tu vois, il est quand même très présent dans ces moments-là, me dit
non mais attends, enfin, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ont déjà demandé. Toi, t'as tes arguments, t'as tes trucs. Non, tu t'arrêtes pas à ça. Il y a souvent beaucoup de gens qui disent ah mais non, ça peut pas se passer comme ça, etc. Mais ils n'ont jamais tenté eux-mêmes. Je ne sais pas quel était ton cas, mais pour ma part, le fait de partir en démissionnant, c'est-à-dire en n'ayant pas, à l'époque du moins, d'allocation chômage, c'était exclu. Je ne partais Exactement. pas en prenant le risque de mettre en difficulté mon foyer. Oui, parce que toi, en plus, tu avais voilà ton foyer, c'était aussi voilà. Et moi, il me fallait absolument le chômage parce que Bien sûr. mon compagnon était Et oui. arrivé en fin de droit. Donc là, ouais, c'était chaud. Et puis, j'avais quand même cette barrière. J'ai 32 ans et je me suis dit, mais merde, là, si tous les deux, on est entrepreneurs, on est locataires, comment on fait si on veut changer d'appart? C'est même pas acheter parce qu'on sait très bien qu'on peut pas acheter. Mais ne serait-ce que pour changer d'appartement parce que, bah, on fait peur. Parce que moi, si je dis que je suis freelance, ça fait peur. Et que le CDI, c'est le Graal. Et ça Je m'a rajouterais vraiment... une couche. Moi, j'ai déjà été freelance quand j'étais sur Paris, mais c'était vraiment, tu vois, en attendant de trouver un CDI qui me plaisait vraiment. Du coup, je faisais du community management pour les magazines de déco. On s'était renseigné, puisqu'on avait pour projet d'aller sur l'île, on s'était renseigné pour acheter, sachant que mon conjoint est fonctionnaire, que je Oui, gagnais quand même donc... plutôt bien ma vie en freelance, et on nous a proposé un taux, mais scandaleux, c'est-à-dire 2 fois plus que Alors deux qu'il est personnes en fonctionnaire, CDI, quand même, donc tu on vois. a lâché l'affaire. Tu vois, Donc ça va c'est... au-delà de un couple, tous deux entrepreneurs, c'est-à-dire que même l'un des deux, alors qu'on avait un apport, ça suffisait pas. Mais ouais, donc ça a été un stress de me dire, mais attends, mais t'as un âge où certains de tes potes se marient, font des enfants, investissent et tout. Et vous, là, vous êtes tous les deux au chômage. Enfin, comment on va faire, etc. Donc ça a été une barrière qui a été assez compliquée pour moi. Tu vois, c'était plus sortir de mon confort et la sécurité que un problème, par exemple, ça peut arriver de légitimité ou de me dire non, mais je serais pas capable et tout. Ça, j'avais confiance, tu vois, quand même en mes compétences. Pour finir, l'été se passe et je reviens en septembre au boulot en me disant bon, on verra pour demander la rupture co, on laisse un peu traîner, on verra. Sauf que j'ai craqué. Voilà, je suis totalement fatiguée et perdue et que j'ai plus l'envie et que le matin quand je me réveille, j'ai pas la boule au ventre, mais j'ai pas d'envie, tu vois, j'ai pas le feu, la flamme en moi. Et donc, le soir même, j'ai créé un mail à mon manager en lui demandant une visio, un entretien en visio, parce qu'il n'était pas physiquement sur place avec moi dans le sud. Je lui fais part de mon projet. Il était 9h du matin. Il accueille très bien. Il me comprend, il me soutient. Il avait senti le truc Il avait venir. senti, il me connaissait. Je l'avais plus ou moins préparé aussi. Tu vois, il m'a même dit, je trouve ça beau de réaliser ces projets et fais-le tant que tu n'as pas encore d'enfant. Et d'ailleurs, tu vois, ton histoire pourra le contredire. Et mais en tout cas, voilà, il m'encourage à fond. Et chose incroyable, à 15h, il m'appelle pour me dire que ma rupture co est acceptée. Alors, soit on voulait vraiment se débarrasser de moi, tu vois. Tu avais envoyé un courrier aux ressources humaines, parce que la J'avais fait procédure, un mail. idéalement, Voilà. la procédure, c'est que t'en parles à ton chef, Ouais. et après t'envoies un courrier ou un mail au Alors, RH pour leur faire la demande. En fait, si tu veux, j'en ai parlé à mon chef, parce que sa chef était aussi ma N+2, mais aussi la directrice RH. Donc, si tu veux, je voulais qu'elle le sache. Et donc, je lui dis, moi, je veux m'entretenir avec elle, je veux lui expliquer les choses, je veux défendre mon projet, je veux pas passer par la voie classique, faire mon courrier. Et en fait, bah, tu vois, ça a fonctionné. Elle a dit, bah, ok, la rupture co est acceptée parce qu'elle a un projet de reconversion, parce qu'il est viable, parce qu'il correspond aussi à ce qu'elle était et ce qu'elle a fait avant. Donc, ok, on la laisse. Et là, il est 15h. Et tu te dis, donc en fait, j'ai attendu pendant des mois et des mois en me disant, c'est pas possible. Et là, en 6 heures de temps dans une journée, ta vie, elle change, quoi. Tu te dis, mais c'est fou. Là, tu signes pour un préavis de combien de temps, du coup? On t'impose un préavis, tu négocies, non. comment ça se passe? Alors, ce que je leur dis, pour que ça soit accepté, je leur dis, voilà, là, il y a une rentrée qui vient d'être faite, on est en septembre, et il y a une seconde rentrée en janvier. Moi, j'assure la campagne commerciale pour la rentrée de janvier. Je reste avec vous jusqu'en janvier. Ça vous laisse largement le temps de recruter, etc. Moi, ça me laissait le temps aussi de partir bien, de faire les choses bien, de pas laisser l'équipe en galère, etc. Ils m'ont dit, tu veux partir quand? Et donc, je dis, mi-février, je pars. Et ils ont dit, ok. Et après, si tu veux, j'ai eu des rendez-vous RH, mais administrativement, tu sais, pour faire un dossier pour la directe. Donc, la directe, c'est un organisme, en fait, qui va valider la rupture co, qui va voir s'il n'y a pas de faille, d'abus. Est-ce que la rupture conventionnelle est consentante du point de vue du salarié? On a vraiment fait des choses très, très bien. Et je remercie pour le coup les
DRH et mon manager de l'époque parce qu'ils m'ont permis de construire mon projet. Et si j'ai un conseil à donner d'ailleurs concernant la rupture co, ne soyez pas non plus pressés de partir très vite. Si vous le pouvez, après je comprends que parfois il y a certaines situations qui émotionnellement sont très difficiles, mais si vous le pouvez, n'essayez pas de partir vite. Parce que c'est bien de partir proprement et de faire les choses bien. Voilà. Pour le côté émotionnel aussi, voilà, on se pose, ça se prépare bien, on a le temps de se préparer. Et aussi, ça permet de mûrir votre projet. Et moi, en fait, pendant cette période... Et de commencer à bosser dessus même. Exactement, voilà, de commencer à bosser dessus parce que du coup, j'avais plus de charge mentale, j'avais plus de poids, je me sens soulagée. Donc, je faisais mon travail pour cette école-là, mais entre midi et 2, le soir, je commençais à prendre des rendez-vous avec mon futur comptable, regarder, je me formais, je cherchais des clients, etc. Donc, en fait, cette période de 6 mois peut paraître très longue, entre le moment où on me dit oui et le moment où je pars. Il y a quand même quelque chose que je pense qu'on doit préciser, c'est le fait que nous, on part de cette entreprise-là sur des relations saines. On n'a pas de difficultés avec nos managers, on ne vit pas des situations compliquées de type harcèlement, burn-out, etc. Voilà. On a la chance de suivre un process qui est quand même plutôt fluide. Ouais. Et je te rejoins sur le fait que quand c'est possible, ça sert à rien de se précipiter parce qu'il y a aussi une marque de respect pour ton manager, pour ton entreprise et pour ton équipe de ne pas t'en aller du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça parce que j'avais de très bonnes relations avec tous ces gens-là. Et je te rejoins aussi sur le côté émotionnel, c'est-à-dire que tu fais quand même le deuil du salariat d'une entreprise, que ça se passe bien ou non, tu fais quand même un deuil et que c'est quand même une bonne chose de pas te retrouver du jour au lendemain quand tu pars pour l'entrepreneuriat, seul, devant ton PC, à ta maison, en disant « Ok, je fais quoi maintenant ?» Donc c'est vrai que la partie, moi aussi, le préavis m'a permis de construire les fondations de mon entreprise de manière hyper sereine, tout en continuant à bosser. Alors certes, moins, on va pas se le cacher, mais en sentant que tes ailes sont en train de se déployer. Exactement. Et du coup, toi, tu m'as appelé, je crois, 2-3 semaines après, t'as su que j'avais négocié ma rupture co, parce que du coup, tout le monde le savait finalement, je l'avais annoncé. Et quand je parlais de rupture co à mes différents collègues, ils étaient comme toi, ils me disaient non, alors là, tu rêves, ma pauvre. Ça n'arrivera jamais, Floriane, tu fais encore le bisounours. Et j'étais là, je vais tenter, puisque j'ai rien à perdre. Tu m'as appelé et ce jour-là, j'étais surprise parce que pour moi, pour le coup, tu laissais rien transparaître, tu vois, d'un quelconque, pas mal-être, mais d'une lassitude, par exemple. On ne voyait pas ça, moi, j'avais pas eu d'écho, etc. Je pense que j'avais besoin que quelqu'un d'autre, que un ami proche, mon amoureux, j'avais besoin que quelqu'un qui soit moins proche et peut-être moins dans la bienveillance. C'est pas ton cas, mais ma moitié m'a toujours dit que je pourrais devenir présidente de la République. Mais c'est ma moitié, donc c'est génial, c'est un super soutien, mais ça a moins d'impact que une collègue que tu connais un peu, mais pas trop. Et moi, quand tu m'as dit, écoute Floriane, c'est faisable, je dis pas que tu l'auras, mais n'hésite pas à faire ça proprement. Est-ce que t'as bien pensé à ça? Est-ce que t'as réfléchi à ça? Est-ce que t'es prête à dire ça? Ça m'a reboosté, ça m'a donné confiance en moi, et je crois que c'est aussi pour ça que t'as été un pilier de ce projet-là, parce que ça m'a permis de sauter le pas, de raccrocher, d'aller voir Thibaut en lui disant c'est bon, j'ai eu Célia, rupture conventionnelle demain. C'est improbable, et en plus, à aucun moment, je n'ai jamais eu aucun regret. C'est-à-dire que au moment où je signe ma rupture conventionnelle, je me connais très bien, je m'attends soit à être surexcitée, soit à être en panique, voire au bord des larmes. Surexcitée parce que c'est tout moi, c'est-à-dire quand je me lance dans quelque chose, je donne tout, ou au bord des larmes parce que je suis une madeleine et que j'avais quand même vachement de peur vis-à-vis, effectivement, et tu l'as évoqué, du confort de vie qu'on avait. Et je m'étais dit, Floriane, tu as un peu plus de 30 ans, tu peux juste pas rester dans une situation professionnelle qui te convient parce que tu as des bonnes conditions de travail et des collègues sympas, mais que tu commences à t'ennuyer. C'est juste pas possible. Est-ce que je peux juste te poser la question? Ça tombe bien parce que tu parles de ton fils, donc Augustin, qui a 3 ans. Je trouve ça tellement courageux quand on a un enfant en bas âge de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que du coup, ça a été beaucoup de discussions avec ton conjoint? J'aimerais bien que tu nous en parles de ça pour les mamans qui nous écoutent et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue et comment ça se passe dans le couple. Pour donner un peu d'éléments de contexte, on est à une période où on est en train de fabriquer un deuxième petit humain. Et ça marche pas. Thibaut, il a toujours été hyper soutenant, notamment sur ma carrière. Il a toujours été, à tort ou à raison, convaincu que je suis la meilleure, que je donne tout, que je mérite plus, etc., etc. Et il m'a toujours dit, ma chérie, tu finiras entrepreneur. C'est-à-dire que t'as déjà eu ta petite marque de bijoux, tu t'éclatais, t'as déjà tenté le freelance, ça cartonnait, mais t'as décidé d'arrêter pour acheter une maison, parce que c'était quand même ça, le projet. Donc, un conjoint extrêmement
soutenant. Et en face, il y a moi, qui est un énorme syndrome de l'imposteur, qui dit que j'ai aucune raison de me plaindre et de m'en aller parce que tout va bien dans mon boulot, hormis le fait que je m'ennuie. C'est quand même aberrant d'avoir ce genre de discours. Ouais. Et du coup, Thibaut est là et me soutient et m'en parle. Et quand je lui en parle, en fait, il déconstruit à chaque fois tous les mythes que je peux avoir. Remettons dans le contexte, Thibaut est fonctionnaire, hein, donc il ne connaît strictement rien à l'entrepreneuriat, mais il est sûr, de par ma personnalité et mon parcours, que c'est mon truc. C'est ce qu'il te faut. Il m'a dit quelque chose de très vrai et qui m'a vachement aidé à sauter le pas. Il me dit, là, tout ce que tu es en train de perdre, c'est des années. Parce que tôt ou tard, tu te lanceras. Donc pourquoi tu le fais pas maintenant ? Et je lui dis, non mais attends, soyons raisonnables. Effectivement, on a une maison à payer, un enfant de 3 ans, un projet bébé en cours. Qu'est-ce qui se passe en fait si demain je quitte mon CDI et que je tombe enceinte ? Et il me dit, bah t'as 2 ans de chômage, tout va bien. Il me dit, on va pas se mettre dans une situation financière compliquée. On a un peu de sous de côté, on va pas se le cacher. Si t'as pas de chômage et pas de sous de côté, effectivement, c'est très compliqué. Moi, je l'aurais jamais fait. C'est-à-dire que si pendant quelques mois, je rentre pas de chiffre d'affaires, je ne mets pas ma famille dans la difficulté. Il y a quand même tout ce contexte-là où lui m'incite à sauter le pas. Et quelle chance déjà d'avoir des conjoints j'en suis consciente, franchement. Qui soutiennent comme ça, qui nous poussent à fond. C'est une chance énorme. À fond. Et puis en plus, moi, je le vois avec mes clientes aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup de clientes qui ont du mal à faire valoir que leur entreprise, c'est une vraie entreprise avec des perspectives de développement auprès de leurs proches, que ce soit conjoint ou famille. J'ai notamment une cliente qui est créatrice de bijoux, qui a un talent fou, certainement beaucoup d'avenir pour sa boîte parce que il y a un vrai travail d'artisan derrière. Et elle me dit, j'arrive pas à prouver à ma moitié que j'ai du talent et que ça va se développer et que c'est pas juste une lubie en fait. Non, mais là, je pense que c'est vraiment lié à notre société et qu'il y a un vrai travail derrière. Et un jour, j'ai une question d'Augustin, puisque de par son âge, il me demande quel est mon travail. Quand il pose la question à son papa, c'est facile. Son papa, il est douanier, donc son papa lui dit, bah j'arrête les bandits qui veulent passer de la drogue. Et encore, il a peut-être fait plus light encore. Et après, à moi, il me demande. Et là, je suis là. Alors, je fais en sorte de dire qu'une école qui coûte une blinde, c'est génial, auprès d'enfants, d'étudiants. Enfin, je me perds dans le truc et je me dis, mais Flo, mais t'es d'un chiant. Pardonnez-moi le terme, quand t'expliques ce que tu fais de ta vie, comment ça se fait que t'arrives pas à mettre un peu de paillettes dans ton truc, alors que t'as un super poste. Mais à un enfant de 3 ans et à mon fils, je n'ai pas réussi à faire croire quelque chose, tu vois. Ça devient difficile. Ouais, et je me suis dit, ok, bon bah là c'est la goutte d'eau. C'est en fait, Flo, t'es pas fière de ce que tu fais. Ça mêlé à ce qui s'était passé ces derniers mois, la prise de conscience, le télétravail, le confinement et ton appel, où je me dis, let's go, stop. Et Thibaut me dit un truc très vrai, il me dit, mais si ça marche pas, tu perds quoi ? Je suis, bah quand même, je perds un job qui me plaît, un chef qui me plaît, une équipe, des copains, c'est quand même pas rien. Il me fait, oui, mais tu pourras retourner dans le salariat si tu vois que ça marche pas. Ça me rassure. Et le lendemain, du coup, j'envoie un texto à mon chef qui n'était pas sur l'île pour lui dire, il faut qu'on s'appelle. Et on s'appelle. Il est un peu tombé des nues. Il s'y attendait pas du tout. Il s'y attendait pas du tout. Il s'attendait à ce que je lui dise que j'étais enceinte, puisque je lui avais dit que... D'accord, t'avais ton projet en cours. Il tombe des nues et il me dit, oui, je comprends. Enfin, je comprends pas que tu t'en ailles parce que ça m'embête, mais je comprends que t'aies des envies de tester l'entrepreneuriat et ce serait bien malvenu de ma part de le critiquer ou quoi que ce soit. Donc voilà ce qu'on va faire. Et là, il m'explique. Alors, la procédure, idéalement, c'est que t'envoies une lettre au RH, que tu expliques aussi ce qu'il en est, ton projet, et que tu en parles aussi de vive voix. Et puis moi, en parallèle, je vais quand même en parler à la DRH pour qu'elle l'apprenne aussi par un autre biais. Je suis en panique. Hein. Là, je me dis, en fait, si j'annonce que je veux partir et qu'on me refuse le fait de partir, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, mon chef sait que je veux m'en aller, quid de la confiance qu'on a. C'est ça. À ce moment-là, je m'attendais à être soit en panique, soit surexcitée. Et en fait, je suis hyper zen. Hyper sereine, méconnaissable, la meuf. Je suis confiante. Alors, je suis pas confiante vis-à-vis de la réponse officielle, mais je suis confiante vis-à-vis de ma décision. Je sais que je vais m'en aller. Je sais pas dans quel contexte. Peut-être que ce sera dans 6 mois, parce que si on refuse la rupture conventionnelle, je vais rester un peu plus. Et là, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de monter ma boîte, de créer mon site web, de travailler sur mon client idéal. Et puis, la RH me dit qu'on me donne l'accord. Alors là, je tombe un peu des nues, parce que heureusement que j'étais au courant que toi, t'avais l'accord, parce que c'est vrai qu'autour de nous,
La rupture conventionnelle, ça se faisait pas. Et j'ai l'accord, et là, pareil, zen. Je suis hyper zen et hyper reconnaissante aussi qu'on m'accepte. Et on me dit, tu pars dans 6 mois. Tu voulais partir quand, toi? Alors moi, je m'étais dit que de toute façon, on n'allait pas me laisser partir en 1 mois parce qu'il fallait recruter quelqu'un, le former, que j'étais la seule personne à pouvoir le former. Donc moi, j'imaginais pas une seule seconde qu'on me dise de partir demain. Donc je m'étais dit, allez, pour être raisonnable, le temps de faire les choses proprement en termes de recrutement et le temps aussi pour moi de lancer les choses de mon côté tranquillement, j'avais dit 3 mois. Et là, on me dit, non, le 6, ça va être hyper long, hyper compliqué de trouver quelqu'un à recruter pour ton poste, tu te rends pas compte. J'appelle mon chef et je lui dis 6 mois, je tiendrai pas. Ou alors je passe 3 mois à rien faire parce que j'ai plus envie. Je vois pas. Et je suis un peu en panique et je décide d'envoyer un mail à la directrice des ressources humaines. Et je décide d'être méga transparente et de lui expliquer mon projet. Je veux faire ce que j'ai toujours fait. Ce sera pas du tout concurrentiel. Mais surtout, sache que je pars en hyper bon terme, que je suis hyper reconnaissante et que de toute façon, moi, je veux que les choses soient bien faites, je veux participer au processus de recrutement, je veux former la personne, etc. Tu vois, ça, ce mail, je trouve à mon avis, il a été hyper déterminant. Pareil, une autre astuce, quand vous demandez une rupture co, essayez de cibler la personne vers qui vous pouvez défendre votre projet. C'est peut-être pas forcément la personne auquel vous pensez en tout premier, mais c'est une personne qui peut avoir beaucoup d'influence, une certaine capacité d'écoute et d'analyse. Et surtout, deuxième chose aussi très importante, même si vous avez des conflits ou des rancœurs, ne parlez pas de négatif. Essayez de retenir que le positif. Et c'est ce que tu as fait très bien dans ton mail, en fait. Tu t'es adressé à la bonne personne, tu as défendu ton projet et en plus, je pense que cette personne est sensible à ce projet-là. Tu dis que tu as passé des super belles années et en fait, ce que tu veux, c'est hyper sincère en plus. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, c'est hyper sincère. Tu demandes juste à ce qu'on te laisse libre parce que tu as un autre projet. Et donc, j'explique et je lui dis, voilà, 6 mois, ça me paraît un peu aberrant. Je vous propose 4. Et en 4 mois, on fait le nécessaire pour recruter quelqu'un, que je la forme, qu'elle soit au taquet, cette personne, quand je m'en vais. Et elle me dit, très beau projet, c'est d'accord. Et par contre, la responsable RH me rappelle juste après en me disant par contre, tu ne dis rien à personne pendant 1 mois à peu près, le temps de signer les papiers. Mais c'était hyper dur parce que j'avais d'autres collègues proches à qui j'avais envie d'en parler, mais je pouvais pas. Puis t'as envie de partager le truc aussi, etc. Donc, moi, dans la mesure où ça me mettait quand même dans une position très compliquée et où ça me mettait très mal à l'aise, notamment vis-à-vis de mes collègues que je voyais tous les jours, mais qui étaient pas dans mon équipe, dans le sens où j'étais pas leur manager, j'ai quand même commencé à laisser des petites pistes. Je me disais que tout allait aller très vite après et que je leur devais quand même d'être transparente. Donc je l'ai vraiment dit qu'à 2 personnes, ça m'a fait un bien fou. Ils m'ont soutenue à fond. Alors ils étaient un peu en panique vis-à-vis de la suite, mais ils n'étaient pas surpris parce que de toute façon, ça faisait un moment que j'en parlais. Et j'ai une collègue qui m'a dit, moi je le vois, que t'es moins à fond qu'avant. Et là, je pense que tu l'as vécu aussi, tu rentres dans l'étape de préavis où tu commences à construire ta boîte. Le soir, vaste le sujet. midi, Ouais. les En fait, pauses-déj. c'est complètement habité par cela. C'est-à-dire que la moindre contrariété dans ton taf actuel, c'est pas grave, on va la résoudre. Voilà. En fait, soulagé et donc ton cerveau est 100% disponible pour envisager la suite. Toi, du coup, pendant 3 mois, t'as bossé sur ton projet. 4 mois de soir. préavis, Toi, en plus, t'as Augustin. Donc moi, tu veux, c'était facile. Oui, Le dimanche quand je dis soir, après-midi, c'était le samedi 21h. matin. Mais voilà, il y a aussi Augustin. Ouais. Alors après, c'est arrivé souvent aussi que je bosse le week-end et que je dise à Thibaut et à Augustin, vous pouvez gérer, je ne suis pas là pendant 2 heures. Mais j'en avais envie en fait. Et Thibaut, il me disait attention. Enfin là, tu bosses beaucoup déjà, va falloir faire gaffe quand tu auras ta propre boîte. Et je lui dis ouais, mais le problème c'est que j'ai pas l'impression de bosser là en fait. Ouais. Là, je suis en train de construire un projet, ça me fait kiffer d'allumer mon PC à 21h et de bosser jusqu'à minuit. Même si je me lève à 7h le lendemain, je kiffe. Et 1 mois avant de partir, je découvre que je suis enceinte. Ça, c'est fou. Donc, ça fait des mois que tu essaies de tomber enceinte. Ça fait 9 mois qu'on essaie de faire un bébé, en sachant que... Alors, il n'y a pas de règle, hein, mais avec Augustin, j'étais tombée enceinte en 10 jours. Je m'attendais à ce que ça vienne plutôt vite et ça venait pas. Je commençais à me poser des questions, mais ce qui est une mauvaise idée, puisqu'en général, la moyenne, c'est entre 1 an et 1 an et demi, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'avais hâte que ça arrive, et en même temps, de moins en moins hâte aussi, parce que je me dis, je monte ma boîte. Ouais, t'avais une échéance. Voilà. Donc, je tombe enceinte, que bon, Thibaut est hyper heureux, une fois de plus, c'est la voie de la sagesse, hein, donc il relativise, il trouve les côtés positifs, il me dit, bah, les côtés négatifs, c'est juste que, enfin, tu vas te renseigner, mais administrativement, ça va pas être très compliqué. Donc, il me rassure, et j'appelle mon chef le lendemain pour lui dire... C'est à 1 mois de partir, hein, c'est ça ?
pour lui annoncer. Alors, avec le recul, je ne sais pas du tout pourquoi je lui ai annoncé tout de suite, hormis le fait que je l'apprécie. Il n'y avait aucune raison que je lui dise tout de suite. Tu vois, j'étais enceinte de 3 semaines, c'était ridicule. Et il me dit Ah, Floriane, quand le corps est aligné avec l'esprit, bah voilà, tu te sens libre, tu as pris ta liberté, donc tout refonctionne. Et en fait, je me dis Ouais, bah purée, une fois de plus, il a raison. Il a tellement eu raison, bien sûr. Ouais. C'est que j'ai complètement lâché prise sur le truc parce que j'étais focus sur ma nouvelle boîte et que je me sentais bien et libérée et délivrée. T'avais un point en moins. Voilà, je peux pas m'empêcher de me le dire. Je sais pas si c'est vrai, si c'est un coup de bol. Mais la coïncidence est quand même troublant. belle. Et en fait, là, je décide... donc, j'avais déjà commencé à travailler avec une coach business, donc une personne qui fait le même travail que moi aujourd'hui. J'appelle cette personne et je lui dis c'est la merde, enfin, je fais quoi? Je suis enceinte et... Oui, parce qu'il y avait la question de se dire, donc, toi, pour préciser, tu vas être au chômage, hein, donc demandeuse d'emploi, et ta boîte est une auto-entreprise. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'il y a un congé maternité? Enfin, tu sais pas tout ça, tu vois. Et j'avais un projet de société, moi, au début. J'avais un projet de société, et quand je découvre que j'ai une grossesse, j'appelle le cabinet d'experts comptables avec qui tu m'avais mis en relation. Number. J'ai un monsieur au téléphone qui me dit effectivement monter une SASU maintenant, franchement, il n'y a pas d'intérêt. Donc effectivement, je pars sur une micro-entreprise. Et quand j'appelle ma coach business, en fait, à l'époque, j'avais prévu de lancer un programme en ligne avec des contraintes techniques que je n'avais pas. C'est-à-dire que j'avais pas du tout la formation et que j'avais plein de trucs à apprendre sur le paiement en ligne, enfin des choses quand même assez poussées. Ouais. Et là, du coup, en parlant avec ma coach business, je lui dis non mais je me sens plus de me lancer sur un projet d'envergure pareil. Je vais faire du coaching individuel et sur mesure, c'est-à-dire que mes clientes vont me dire voilà, ma problématique c'est ça, mais ça a ses limites parce que tu vends ton temps. Et qu'au bout d'un moment, en fait, t'es limité sur le nombre de clientes que tu peux accueillir. Aussi, c'est ça. Donc, moi, je me sens dans ma zone de flow quand je suis en coaching avec ma cliente, mais c'est énormément de boulot en amont aussi pour travailler, créer leur workbook, créer le contenu du coaching, etc. Ce qui fait que t'es limité dans le temps et qu'avec X clientes, c'est difficile de prendre plus. J'avais déjà commencé à communiquer sur... T'avais teasé un peu sur le fait sur ce que j'allais faire, etc. Et là, énorme engouement. Donc, c'est-à-dire qu'en 7 jours, je signe 5 clientes. Waouh, qu'est-ce qui se passe en fait là? Je suis en panique, rien n'est prêt, j'ai pas de site web, je suis en train de me former sur WordPress. J'avais l'impression de pas être en mesure d'assumer. Et en fait, rien n'était propre. Et je me suis dit au bout d'un moment, écoute, il y a quelqu'un qui te rabâche tout le temps, mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire que rien ne sera jamais parfait, ton site il sera jamais nickel, ça sert à rien de vouloir toujours la perfection. Lance-toi, fais les choses et puis tu adaptes au fur et à mesure. Et du coup, je me lance là-dedans. Sauf que je me retrouve vite submergée par le boulot, il y a tout à créer. Aujourd'hui, t'accompagnes combien de femmes là en ce moment? Alors, j'ai commencé à lever le pied là. Voilà, là tu lèves le pied parce que je suis dans mon 7e mois de grossesse. Voilà. J'ai décidé aussi de lever le pied parce que pour ma première grossesse, j'étais tellement focus boulot que j'ai été arrêtée de force et sur mon dossier, c'était marqué prémisse de burn-out parce que je ne pensais que boulot et pas du tout à ma grossesse. Donc là, j'ai largement levé le pied. Je finis mes coachings au fur et à mesure. J'avais en général 2 séances de coaching d'1h30 à 2h par matinée, par demi-journée. Donc j'étais certains jours à 4 heures de coaching par jour, ce qui est épuisant. Ça doit être très épuisant parce que tu donnes tellement de ta personne que... ça, plus la préparation de chaque coaching et tout, c'était n'importe quoi. Mais voilà, j'apprends. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas et du coup, c'est un modèle que je reproduirais pas dans cette manière-là et ça a pu aussi prouver que mon projet de base était le bon. Et toi, alors, les premières émotions, les montagnes russes, les premières semaines, comment ça se passe? J'ai une de mes meilleures amies, Anna, qui m'appelle et qui me dit voilà, donc j'ai parlé à mon ancien employeur qui est Elior, donc restauration collective, grand groupe. Ils ont des soucis au niveau rédac. Bref, je leur ai dit que t'avais ta boîte, que je t'arrangeais un call avec la directrice marketing, c'est demain. Voilà, ça c'est Anna. Cette meuf, elle est géniale. Voilà, donc c'est Anna, elle est incroyable. Et là, je lui sors dans ma cocotte, tu sais que ma boîte est pas montée, que je suis encore salariée. Et au final, je fais le call et elle me dit voilà ce que je te confie, voilà les premières missions, article de blog, réécriture d'un livret, donc du print aussi. Donc là, je me retrouve à ma première mission, Elior, grand groupe français, quoi. Et ça se passe nickel. Une grande peur après mon premier mail où j'envoie mes premiers sujets, mes premiers articles. Donc là, grosse boulot ventre. Et là, je reçois super article, nickel, t'as absolument cerné tout ce qu'on voulait. On continue. Génial. Voilà, j'étais hyper contente.
Donc là, voilà, je suis encore dans l'école de commerce et tout. Donc là, pour te dire, j'ai vraiment l'esprit très, très tourné vers tout ça. Je décide en janvier, début janvier, de faire un post LinkedIn en expliquant, voilà, je quitte l'école, je me mets à mon compte rédactrice web, nanana. Et là, on me contacte sur LinkedIn. Oui, je connais quelqu'un avec qui tu as bossé et pour lesquels tu as écrit des articles. Je suis intéressée par ton profil. Donc la très belle histoire, c'est qu'en fait, c'est une école de commerce à Nice qui me dit, en gros, voilà, notre chargé de com part. Du coup, on n'a plus envie de prendre quelqu'un en CDI. Est-ce que tu es OK pour faire tous les contenus web, un forfait mensuel, machin. Et donc, mission sur la durée, quand même. mission sur la durée, je suis encore avec eux et la belle histoire, c'est que donc le directeur Roger Melzer a un studio d'enregistrement dans son école. Et donc quand je lui parle du podcast, il me dit viens chez nous, viens enregistrer tes épisodes chez nous. Incroyable. Donc voilà comment se passent les premiers jours. Et à partir de là, voilà, tout s'est lancé. J'apprends aussi et c'est pas évident, tu vois, à savoir qu'est-ce qui est le bon ou pas pour ta boîte. On nous prévient pas on n'apprend pas des époques, des périodes, des instants comme ça. On rebondit, on apprend et c'est ça qui rend un peu la chose compliquée. Moi, je suis passée par une période très compliquée sur l'activité que je voulais mettre en place. Ouais. Depuis toujours, j'avais plein d'idées et l'activité phare qui est à peu près celle que je fais aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça se faisait beaucoup. J'en ai d'ailleurs fait un épisode de podcast qui s'appelle « Mais ça a déjà été fait » et c'était vraiment ça. J'ai développé un blocage en me disant je voulais vraiment faire ça, mais il y a d'autres qui le font. Et pourquoi moi je serais et ils le font bien. Donc je vois pas pourquoi j'irais me lancer là-dedans, c'est quand même dangereux. Des proches entrepreneurs notamment m'ont dit oui, elles le font mais avec leur manière. Notre personnalité aujourd'hui, à mon avis, c'est tout aussi important que l'activité que tu exerces. Et c'est sur quoi je travaille beaucoup aussi avec mes clientes. C'est apprenez à vous démarquer en étant vous-même aussi, parce que vous allez attirer des clients, des clientes qui vous ressemblent. En fait, avec le recul aujourd'hui, je me dis, non mais t'as quand même plusieurs pizzerias dans une ville, t'as quand même plusieurs architectes, t'as de tout. Et pourtant, tout le monde s'en sort plus ou moins, tu vois. Et d'ailleurs, on parle de blocage, ça m'intéresse de savoir, donc tu accompagnes que des femmes. Est-ce que tu penses, et c'est pas du tout un sujet homme contre femme, mais est-ce que tu penses que les femmes en général ont des croyances limitantes, peut-être un peu plus élevées, ou qui les handicapent un peu plus que les hommes? C'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu travailler avec des femmes entrepreneurs. Je connais du coup bien leurs problématiques et la deuxième raison pour laquelle je suis partie sur les femmes entrepreneurs, c'est effectivement toute la partie manque de confiance en soi, croyances limitantes, barrières qu'elles vivent beaucoup plus. Moi, ce que j'ai pu voir, que ce soit avec un public étudiant via notre ancienne entreprise, via mes proches ou ce que j'ai pu rencontrer ces dernières années, c'est que un homme qui lance sa boîte, ça va être par ambition, c'est ce que les gens vont se dire. Globalement, tu caricatures j'exagère les traits et je caricature. Et les femmes, c'est souvent pour plus de flexibilité pour leur enfant. Et il y a souvent aussi un manque de confiance en elles qui se développe quand elles deviennent maman. Je m'attendais pas à ça. Pour moi, quand tu devenais maman, en tout cas moi, c'est ce que j'allais te dire. Ça a été plus le contraire, tu vois. Ça t'amène une force, tu vois. C'est ça. Sauf que il y a tellement de choses qui sont ancrées dans notre société sur le fait d'être entrepreneur plus mère. Il y a ce problème-là qui fait qu'elles manquent de confiance, qu'elles ont des freins quand il s'agit d'aller là où on ne les attend pas. C'est-à-dire que beaucoup d'entre elles n'oseront jamais ou alors auront des difficultés à contacter un business angel, faire une levée de fonds. Elles peuvent avoir des freins sur les offres, l'activité, leur stratégie de communication. Donc oui, il y a ces barrières limitantes. Aujourd'hui, on a des moyens aussi de les dépasser. Ça, c'est important aussi de s'en rendre compte puisque c'est top et c'est peut-être le plus difficile de s'en rendre compte, mais après, il faut aller au-delà de ça et il faut se bouger pour essayer d'aller plus loin. Donc, en structurant en amont son entreprise via des gens qui font le même métier que moi, par exemple, pour faire en sorte que ton entreprise soit la plus alignée possible avec toi, t'as aussi le fait de travailler sur ton identité de marque, c'est-à-dire comment tu te démarques vis-à-vis des autres. T'as plein de choses comme ça, t'as des outils, l'ikigai, qui est un outil japonais qui est formidable. Tous ces outils d'introspection sur lesquels moi j'aime bien travailler en première étape des coachings, ça permet de commencer à dépasser tous ces peurs bloquantes, tous ces instants un peu limitants qui t'empêchent d'avancer comme tu voudrais, et ça te permet aussi de blinder ta com, ta confiance en toi et puis la conviction que tu mets dans tes projets. Et toi, est-ce que ça t'aide aussi? Quand toi, t'es en accompagnement, est-ce que toi-même, ça te permet de soigner des doutes ou... Carrément, et c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, je me nourris aussi de mes coachés et elles m'alimentent aussi. Et c'est
ça qui est beau, c'est que je les aide, elles ont un besoin, je les aide là-dessus du mieux que je peux, mais elles se rendent pas compte aussi que moi aussi, elles m'alimentent et moi aussi, elles me rendent plus forte. Bah, c'est beau ce que tu dis et du coup, tout à l'heure, tu as parlé d'une phrase. Quelle est la phrase qui te guide, que tu te répètes souvent? Tu en as parlé tout à l'heure, mais j'aimerais que tu la développes un peu plus. Je trouve ça assez intéressant. Je vais t'en dire 2, je suis désolée. Ouais. Il y a mieux vaut fait que parfait, c'est-à-dire que quand on lance sa boîte, on a toujours envie que tout soit extrêmement bien fait, dans la perfection, que ce soit sur son site web, son discours, ses offres, etc. Sauf que ça prend un temps fou et qu'en fait, on perd du temps plus qu'autre chose, on perd du temps à se lancer, sachant que toute notre vie d'entrepreneur, on va passer notre temps à réadapter notre façon de Sans communiquer, cesse. nos Ouais. offres, nos missions. Ne perdons pas de temps. À partir du moment où tu as décidé que tu te lances et t'y vas. Et il y a une autre phrase gris-gris, et je l'ai un peu abordée tout à l'heure aussi, c'est une phrase de Brian Tracy, qui est un écrivain canadien et qui a notamment écrit un livre que je peux que vous conseiller. C'est un expert de l'organisation et du développement personnel, et il a sorti un livre il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Avaler le crapaud, Eat the Frog. Et il dit souvent, si vous attendez pour agir, tout ce que vous gagnerez avec le temps, c'est de l'âge. Et c'est un peu une phrase que Thibaut m'a dit en plus à un moment, donc je la trouve encore plus touchante. Et là aussi, on est sur le côté fonce. On n'a qu'une vie. Qu'est-ce que tu as à perdre? Fais la balance entre ce que tu as à perdre, ce que tu as à gagner. Sois acteur de ta vie. Saisis les opportunités. Fonce. Et puis, comme ça, tu regrettes rien. Donc, voilà ce que je pourrais mettre là-dessus. Et qu'est-ce qui te fait le plus vibrer aujourd'hui dans ta nouvelle vie? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Qu'est-ce qui te donne envie d'avancer? La liberté. Alors, bien sûr, tu as la liberté des horaires ou quoi. Bien évidemment, c'est super, cette flexibilité, mais moi, c'est surtout la liberté de créer ce que j'ai envie de créer. J'ai une idée, et ben je peux la faire. Et je la teste auprès de mes clients. Ou tu vois, là, pour le coup, le podcast, il y a encore 1 an, ma rupture co n'était même pas signée. Et là, en 1 an, il y a eu mes clients, il y a le podcast, et je sais qu'il y a encore plein de projets. Donc c'est ça c'est l'impression d'avoir un champ des possibles qui est immense, d'être libre, d'être celle que je suis, de fonctionner comme je veux avec mes clients. Et voilà, c'est cette liberté en fait de mener ma boîte comme j'ai envie de la mener, sans qu'il y ait une hiérarchie ou quoi que ce soit. Ça, c'est hyper plaisant. Et toi? Moi, ce qui me fait le plus vibrer, c'est de me sentir utile à un public déjà que je trouve particulièrement inspirant. Mais le fait de voir mes clientes gagner en confiance en elles et de déployer leurs ailes et de se révéler, c'est une immense fierté, quoi. Je les vois, elles arrivent, elles me contactent, elles sont toutes bloquées sur un sujet et à la fin, elles sont prêtes à prendre le taureau par les cornes et elles ont explosé toutes leurs barrières limitantes. Et c'est dans ces moments-là, je me dis, ok, ce que tu fais là, ça a un sens, quoi. T'es utile, ça a un sens. Tu fais du bien aux gens et c'est beau. Et la deuxième raison aussi, c'est pareil, c'est le fait que je m'organise comme je l'entends. C'est-à-dire que cet après-midi, si j'ai envie, j'allais dire d'aller courir, mais ne serait-ce que d'aller faire du sport ou du shopping cet après-midi parce que je me sens fatiguée ou pas envie, et c'est ok, et je travaillerai ce soir. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que moi je dis souvent aussi que attention, l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde non plus. Moi il y a des gens qui me disent mais comment tu fais pour être habillée, lavée à 9h? Parce que en fait je suis contente d'aller bosser, parce que je sais qu'il faut que je sois un peu disciplinée, mais à côté de ça t'as des entrepreneurs qui vont aller se laver à 13h et c'est d'accord, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. L'instabilité financière, logistique, etc., émotionnellement, ça peut être aussi très dur. Bosser tout seul, c'est-à-dire bosser tout seul aussi. Il y a aussi une autre chose importante, c'est de réussir à se détacher du regard des autres, notamment ceux qui ne sont pas entrepreneurs. C'est-à-dire que je sais pas si t'es passé par ces phases-là où t'as des gens qui ont au moins l'honnêteté de te le dire, mais qui te disent mais tu gagnes ta vie, comment ça marche? T'as tellement de mythes autour de l'entrepreneuriat, notamment sur nos fonctions, que faut réussir à se détacher des autres. Il y a aussi beaucoup d'envieux, mais qui se rendent pas du tout compte des contraintes aussi qu'il y a derrière, de l'administratif, de l'instabilité dont je parlais juste avant, etc. Et seconde voix, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, c'est que on n'est pas obligé, tu vois, tout le temps de faire les choses parce que les choses se font comme ça, en fait. Les secondes voix, c'est aussi pour ça, c'est pour décomplexer, déculpabiliser et montrer que tant qu'on est aligné avec qui l'on est et avec ce que l'on veut faire, ça va, ça suffit, c'est ok. Oui, et puis il y a quelque chose qui ressort aussi des histoires que tu vas raconter avec tes invités, c'est le fait qu'il faut peut-être à un moment qu'on arrête de tout vouloir projeter. Moi, c'est une des grandes leçons de ces derniers mois, c'est d'arrêter de me dire, alors dans 2 ans, tu pars vivre en Martinique, dans 3 ans, tu fais ton 2e bébé. Non, ça ne marche jamais comme ça. Et je trouve que rien ne se passe comme il y a une espèce de tendance autour de l'entrepreneuriat en ce moment en disant, tu fixes tes objectifs
objectifs à 3 mois, à 6 mois, à 10 ans, machin. Oui, c'est très bien, c'est bien de savoir où est-ce qu'on va, mais peut-être qu'il faut aussi laisser la part à des opportunités, des surprises, des nouvelles, des idées qui arrivent comme ça parce que ce jour-là, tu vois, t'es bien et au final, le projet de podcast, et là, tu vois, il y a d'autres projets qui se dessinent, ils sont arrivés naturellement, en fait, sans que j'ai eu besoin, tu vois, de faire un tableau Excel avec tel objectif. Moi, j'ai besoin pour le coup spontanée. d'objectifs sur 2 ou 3 mois. Ouais. Sur 1 an, c'est exclu, mais ça m'intéresse même pas, en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai essayé de le faire parce qu'en bon petit soldat, comme d'habitude, j'ai suivi des webinars et je trouvais ça... Je suis admirative de ces gens qui arrivent à s'organiser sur 1, 3, 6 mois, 1 an, 3 ans, 6 ans. Oui, c'est ça. Mais je ne peux pas. Donc, à chacun aussi de trouver son orga sur cette façon de penser pour éviter de se sentir un peu étouffé par ce qu'on nous assène constamment. Et ça vaut pour tout, hein. Ça vaut pour les réseaux sociaux, ça vaut pour ton organisation, ça vaut pour tous les sujets. Finalement, effectivement, une des conclusions du podcast pourrait être aussi de, effectivement, se faire confiance, cultiver sa propre personnalité, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, arrêter de se comparer aux autres et faire en sorte d'être aligné et d'être heureux. C'est juste ça, en fait. Finalement, le job, il est pas si difficile, tu vois, quand tu prends du recul. Juste être en accord avec soi-même, tout simplement. Ouais, pour moi, c'est la clé pour se sentir mieux et plus sereine pour la suite, effectivement. Si nos auditeurs veulent qu'on approfondisse peut-être certains sujets, qu'on parle peut-être plus en longueur sur la rupture co, sur d'autres choses, par exemple les statuts, etc. On peut imaginer de vous répondre sur un autre épisode ou voilà. Bien sûr. N'hésitez pas à nous dire parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, peut-être qu'on a aborder certains sujets, pas assez en profondeur. Peut-être qu'on est passé un peu vite sur certaines choses parce qu'on avait plein de choses à se dire. Et puis, alors pour rien vous cacher, on a quand même un timer devant nous et on est quasiment à 2 heures d'enregistrement et on se dit « Oh mon Dieu, on va passer 12 jours à monter cet épisode. » Ouais, aussi, c'est clair. Mais oui, c'est vrai que voilà, si vous avez des questions, des remarques ou envie d'approfondir des choses, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré ce moment avec toi. Merci à toi. Ouais. Je suis ravie qu'on ait fait merci pour l'invite cette conversation. Merci du coup parce que je suis aussi sur ton invitée sur ton podcast. On va poster cet épisode chacune sur nos chaînes de podcast. Voilà. Et je vous invite à suivre Floriane sur ses réseaux sociaux, donc le boudoir du biz, parce que pour le coup vous avez les coulisses aussi de l'entrepreneur, ses astuces, ses coachings, elle partage beaucoup avec vous, donc n'hésitez pas à la suivre, le boudoir du biz. Et sans bullshit, toujours. Et vous pouvez suivre aussi Célia sur LinkedIn, Célia Gouverneur, et sur Instagram, secondevoix_podcast, pour suivre ce formidable podcast. Et je pense que tu nous réserves de sacrés bons moments, donc j'ai hâte de connaître la suite. Écoute, tu seras bien bienvenue pour un prochain épisode, en tout cas, avec grand plaisir. Bon, allez, bonne journée. Je t'embrasse, Floriane, à bientôt. Ciao, à Salut. bientôt. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un avis ou un commentaire. Et tu peux bien sûr le relayer sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que la production de podcast, c'est autant de kiff que de temps. Alors n'hésite pas à m'encourager, à en faire autant avec toutes les émissions que tu aimes. À très vite et la bise.